Petit travelling d'introduction avec le IRIX 15 mm f2.4. Au sein de cette vidéo, je vous donne mon retour terrain de cet objectif. Je vous dis tout ce que j'ai trouvé par rapport à cet objectif, ce qu'il m'a apporté, ce qu'il m'a déplu. Je vous explique tout cela après l'introduction. Comme énoncé en introduction, nous allons donc parler dans cette vidéo de mon retour terrain du IRIX 15 mm f2.4. Qui dit retour terrain dit analyse de l'objectif et compte rendu de tout ce que j'ai pu remarquer sur cet objectif, tout ce qui m'a déplu sur cet objectif et tout ce qui m'a forcément plu sur cet objectif. Comme d'habitude, tout au long de cette vidéo, vous aurez des images illustrant mes propos. Par contre, vous n'aurez que très peu d'images d'agrément parce que, évidemment, le temps n'était pas bien de la partie. Entre forte chaleur, conditions climatiques défavorables à la prise de vue, je n'ai pas réussi à avoir de coucher de soleil ou de lever de soleil digne de ce nom pendant les 3 semaines de près de cet objectif. Donc là, je suis un petit peu amer à ce niveau-là. Je n'ai pas pu vraiment exploiter le potentiel à 100% de cet objectif. Ceci dit, j'ai quand même pu faire pas mal de photos, d'où ce test et ce retour terrain. Pour commencer la présentation de cet objectif, vous voyez que je l'ai dans les mains, c'est quand même un joli bébé. Il est un petit peu imposant, mais le gros avantage, c'est que vous pouvez démonter le pare-soleil pour pouvoir le stocker dans votre sac photo. Et il est quand même un petit peu moins imposant sans le pare-soleil. Cet objectif existe en 2 déclinaisons, le Firefly et le Blackstone. Le Firefly est un modèle, je dirais, entre guillemets, d'entrée de gamme, alors que le Blackstone est le modèle haut de gamme de la série. La différence flagrante entre les 2 modèles, c'est le corps de l'objectif. Sur le Blackstone, il est en alliage, alors que sur le Firefly, il est en alliage de plastique, je dirais. Alors, alliage de plastique, je pèse mes mots, ce n'est pas du plastique pur, bien évidemment, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus résistant que du plastique. Ceci dit, le Blackstone est en alliage de magnésium, donc beaucoup plus résistant, que ce soit aux intempéries ou aux chocs. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque IRIX, c'est une marque qui ne fait que monter depuis une quinzaine d'années environ. Ils ont déjà pas mal d'objectifs à leur actif. J'ai eu entre mes mains, pour les avoir achetés, plusieurs de leurs objectifs. J'ai été, par rapport aux 2 objectifs que j'ai eu de leur marque, assez impressionné des résultats et de la qualité de finition de ces objectifs. Et ce 15 mm, eh bien, ne va pas à l'encontre de ce que j'ai déjà vécu avec la marque précédemment. Il est dans la digne lignée des objectifs que j'ai déjà eu en ma possession. Alors, je dois quand même faire une petite précision par rapport à cette vidéo. Cet objectif m'a été prêté par IRIX, car ils m'ont contacté il y a environ 1 mois, afin de me proposer différents objectifs pour les tester et vous faire un retour terrain sur la chaîne YouTube. J'ai donc accepté bien volontiers ce test et ce retour terrain. Et voici, j'espère, une première vidéo d'une longue série de tests d'objectifs de la marque IRIX. Car encore une fois, je trouve que cette marque a du mérite et du potentiel. Donc, je pense qu'on doit regarder un petit peu plus en détail la marque et analyser un petit peu plus en détail les objectifs et leurs caractéristiques. Pour certains, je trouve quand même qu'ils sortent du lot. Surtout qu'ils ont une déclinaison photographie et une déclinaison cinéma. Donc si les cinéastes ou vidéastes regardent la chaîne YouTube, sachez que IRIX vous proposera des objectifs dédiés à votre pratique de vidéo. Alors que peut-on dire de cet objectif pour faire le tour du propriétaire? Eh bien, parlons, si vous le voulez bien, des caractéristiques techniques de cet objectif. Il mesure grosso modo 11 cm de long pour un diamètre de 11 à 12 cm. Et vous avez la possibilité d'intégrer un filtre parce que cet objectif est équipé d'un pas de vis devant la lentille frontale. Ce pas de vis est quand même assez conséquent puisque ce sera un diamètre de 95 mm malgré la petite lentille frontale que vous pouvez apercevoir ici. Comme d'habitude, je vous mets des photos de démonstration. Nous avons tous l'habitude de voir des grands angles ou des hyper grands angles avec une lentille frontale hyper bombée et d'un diamètre assez imposant. Ici, il n'en est rien puisque la lentille frontale, comme vous pouvez le voir, donc c'est une toute petite lentille frontale.
Comme je vous l'ai dit, le diamètre du filtre, lui, est de 95 mm. Donc, comme vous pouvez voir, alors, nous avons un angle de visionnage qui est de l'ordre de 111 degrés. Donc, quand même quelque chose de très important et de très large d'ouverture, puisque nous sommes au 15 mm. Ce qui explique la taille importante du filtre que vous pouvez visser devant la lentille frontale. Le pare-soleil, lui, est démontable. Il suffit de faire un quart de tour sur la droite et de le démonter. Vous avez un petit cran qui vous permet sur le pare-soleil et sur le fût de l'objectif de pouvoir réinstaller votre pare-soleil quart de tour à gauche. Il y a un cran comme vous avez pu l'attendre et le pare-soleil est verrouillé en position. Dans le pare-soleil, vous avez la petite fente qui vous permet de pouvoir accéder, alors si j'y arrive, voilà, qui vous permet de pouvoir accéder au filtre polarisant si vous vissez un filtre polarisant en façade. Ensuite, par rapport au réglage technique, eh bien, il est sommaire, on ne peut plus. Vous avez simplement un switch qui vous permet de cranter ou de décranter la bague d'ouverture. Vous avez une bague de mise au point, nous y reviendrons, et vous avez une bague de verrouillage de mise au point. Le gros avantage de cet objectif, malgré qu'il soit tout manuel, c'est que vous avez quand même une communication entre le boîtier et l'objectif qui vous permet de récupérer les données de l'objectif par rapport aux prises de vue. Ainsi, lorsque vous ouvrirez vos photos sous Lightroom, vous verrez l'exécutif apparaître, et notamment l'ouverture, le numéro de série de l'objectif, etc., etc. C'est quand même important de le souligner parce que j'ai eu d'autres marques en possession, et notamment le Laowa 90 Macro, pour lequel il est complètement dépourvu de contact et je ne peux récupérer les exifs de l'objectif. Alors qu'il est au même prix quasiment. Parce que cet objectif est au prix de, alors pour le Blackstone, de 695 €. Si l'on compare avec le Laowa 90 au niveau tarif, j'entends pas au niveau optique, mais au niveau tarif, nous sommes quasiment dans la même gamme de prix. Le RX, lui, est pourvu de contact électrique entre le boîtier et l'objectif, alors que le Laowa en est complètement dépourvu. Donc là, je dirais que c'est un bon point pour le RX à ce niveau-là. Ensuite, parlons, si vous le voulez bien, de l'ergonomie de cet objectif. Vous avez une belle bague de mise au point qui va vous permettre d'avoir une bonne préemption de la bague de mise au point, un bon toucher de la bague de mise au point, puisque la bague de mise au point possède un revêtement spécial qui accroche bien, qui grippe bien. Il y a des petites encoches dans la bague qui vous permet une bonne adhérence de vos doigts sur la bague, ce qui fait que même si vous avez les doigts humides, c'est quand même un bon grip, vous ne risquez pas d'échapper la bague en cours de mise au point. Vous avez sur cette bague de mise au point un petit cran qui, lorsque vous arrivez à l'infini, vous permet d'être sûr d'être à l'infini et de verrouiller l'infini. Par contre, chose qui n'est pas anodine sur cet objectif, qui pour moi m'a complètement surpris, mais qui peut être importante notamment pour les photos d'astro, puisque ici, sous l'objectif, vous avez une petite vis qui va vous permettre de venir corriger le microfocus de votre objectif. Si vous avez un défaut de back focus ou de front focus, grâce à cette petite vis, vous allez pouvoir venir régler et modifier votre focus. Ce qui pour nous semble peut-être futile, mais que pour les photographes astro est très important, puisqu'ils vont pouvoir venir régler les défauts donc de back focus ou de front focus au niveau de leur photo astro. Ensuite, alors là, vous avez pour moi un gros point négatif par rapport à cet objectif. Vous avez la possibilité de verrouiller la mise au point de votre objectif. Par contre, cette bague de verrouillage de mise au point, qui pourrait être très judicieuse et très utile, notamment en astrophoto, comme vous le savez sur les précédentes vidéos tests d'objectifs, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et bien ici, le gros souci, c'est que vous avez un mal de chien à pouvoir venir verrouiller correctement cette bague sans avoir à impacter la bague de mise au point. 75% du temps, lorsque j'ai voulu verrouiller ma mise au point par rapport à des photos, j'ai touché ma bague de mise au point et donc j'ai décalé ce focus, ce qui est quand même très très déplaisant. Alors si vous êtes comme moi, que vous avez des gros doigts pâtés, vous allez avoir du mal à verrouiller cette mise au point sans avoir un décalage de focus. Si par contre vous avez des doigts fins, eh bien vous n'aurez aucun mal à verrouiller cette mise au point sans décaler le focus. C'est très important de le signaler parce que je vous dis, moi dans 75% des cas, j'ai décalé mon focus et c'est assez pénible. Concernant encore une fois la bague de mise au point, vous avez une échelle de mise au point sur la bague qui est très importante. Cette échelle est exprimée en mètres. Et vous avez une échelle d'hyperfocale. Alors pour ceux qui se servent de l'hyperfocale pour leur paysage panoramique,
eh bien c'est très important d'avoir cette échelle hyperfocale directement, de sérigraphier sur l'objectif. Ça vous permet d'entrer dans des calculs d'apothicaire. Là, vous avez tout à portée de main. En fonction de l'ouverture que vous sélectionnez, il vous suffit de mettre la mise au point en face du symbole hyperfocal et vous avez la netteté d'assuré. Ce qui est quand même un gain de temps sur le terrain assez appréciable. Et ensuite, vous avez la dernière bague qui, elle, est l'ouverture de l'objectif. Alors, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité ou de cranter cette bague ou de la décranter. Par contre, moi, ce que j'apprécie dans le crantage de cette bague, ce sont des crans discrets. Vous n'avez pas des gros clics, 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 clics à chaque fois que vous changez l'ouverture de l'objectif. C'est simplement voilà, une petite sensation du bout des doigts qui vous permet de savoir que vous avez changé l'ouverture et que vous avez modifié tel clic d'ouverture et que vous savez à peu près où vous en êtes, si vous avez décalé les IL sur la droite ou sur la gauche. Autrement dit, si vous avez sous-exposé ou surexposé. Alors, attention dans la manipulation de ces bagues, que ce soit la bague de mise au point ou la bague d'ouverture, malgré le fait qu'il y ait une toute petite bague qui soit fixe pour séparer la bague de mise au point de la bague d'ouverture, attention, je dirais parce que la bague de mise au point est tellement grande, tellement pratique et tellement confortable d'utilisation que vous pouvez vite en perdre votre latin et venir vraiment en bord de bague et toucher la bague d'ouverture et la bague de mise au point en même temps. Attention à cela, c'est simplement une gestuelle à acquérir et il faut simplement faire attention à ce que vous manipulez en temps et en heure. Le gros avantage de la bague de mise au point, c'est que vous avez un ergot avec un petit trait bleu qui vient vraiment définir la position de la mise au point par rapport à l'objectif. J'apprécie complètement ce petit ergot qui vient un petit peu sortir de la bague de mise au point et qui vient vous permettre de pouvoir venir fixer votre pouce ou votre index pour manipuler la bague de mise au point et ainsi avoir un confort supplémentaire d'utilisation de cette bague. Je dois dire que la bague de mise au point a une course qui est vraiment très fluide, elle est vraiment douce d'utilisation, elle a une grande plage de mise au point, c'est-à-dire qu'il faut presque 3/4 de tour pour pouvoir faire la mise au point de l'infini à la distance minimum de mise au point. Et oui, parce qu'il y a une butée haute et une butée basse sur cet objectif, chose que personnellement j'affectionne puisque au moins vous savez où vous en êtes et vous continuez pas à tourner comme un bœuf pour savoir si vous n'avez pas fait attention dans l'œilleton où vous en êtes de votre mise au point. Ça vous évite ainsi de galérer et de vous rendre compte a posteriori que vous êtes déjà en butée haute ou en butée basse. Petite chose que j'ai oublié de vous signifier tout à l'heure, mais qui a son importance, c'est que sur la bague d'ouverture, vous avez une position auto et ainsi pouvoir gérer l'ouverture depuis le boîtier. Évidemment, puisque vu que vous avez des plots de communication entre le boîtier et l'objectif, vous pouvez ainsi pouvoir directement accéder à l'ouverture et à l'ouverture que vous souhaitez depuis votre boîtier. Depuis maintenant quelques temps que les fabricants d'objectifs ont mis en place cette solution, eh bien moi je préfère largement toucher mon ouverture et modifier mon ouverture depuis mon objectif que depuis mon boîtier. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus productif pour ma part, j'entends. Donc en disposant sur auto cette bague de mise au point, vous accédez directement au réglage depuis votre boîtier. Que peut-on dire d'autre sur l'ergonomie de cet objectif? Eh bien que cet objectif est tropicalisé, donc il est résistant aux poussières et à l'humidité. Alors, je répète encore une fois que la résistance, la tropicalisation, c'est une chose qui est relative. Ne mettez pas votre objectif sous une pluie battante. Il va baigner dans l'eau et vous allez limiter la durée de vie de votre objectif. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, nous allons parler des caractéristiques optiques de cet objectif. Alors, cet objectif a un piqué qui est bon de f2.4 à f5.6 et il est nettement meilleur à partir de f5.6 jusqu'à f8. Et à f8, il est vraiment au summum de ses capacités. C'est là que vous allez avoir les meilleurs rendus de cet objectif au niveau du piqué, à partir de f8. Et ensuite, de f8 à f11, le piqué se redégrade un petit peu. Je dirais que c'est somme toute normal par rapport au piqué d'un objectif. Il est vraiment dans la gamme des objectifs. Il se comporte exactement comme beaucoup d'objectifs sur le marché.
Là où je dois dire que j'ai été bluffé par les caractéristiques de cet objectif, c'est qu'il a très peu de distorsion. Que vous soyez en plongée ou en contre-plongée, les distorsions sont maîtrisées. Et je dois dire que là encore, il fait partie pour moi des objectifs haut du panier à ce niveau-là, puisque les distorsions sont très peu visibles. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des distorsions, bien évidemment, c'est normal, c'est obligatoire, mais je trouve que ces distorsions sont très bien gérées, qu'elles sont très bien maîtrisées par l'objectif. Autre point un petit peu négatif de cet objectif, c'est la présence de vignettage. Et là, je dois dire que le vignettage est vraiment important et que quelque part, il m'a dérangé sur certaines de mes photos puisque, pour vous donner un ordre d'idée, entre le centre de la photo et les bords de la photo, il y a quasiment un niel à 1,5 niel d'écart selon les ouvertures. Donc vous voyez, un niel d'écart entre le centre de la photo et les bords de la photo, c'est quand même quelque chose qui est à noter et qui est vraiment un petit peu dérangeant par rapport à certaines photos, et notamment par rapport aux photos potentiellement d'astro. Sinon, attention au flair de cet objectif. Il a du flair et il est très facilement intégrable à vos photos si vous ne faites pas attention. Hier, j'ai essayé de faire des photos d'orage puisque l'orage menaçait au-dessus de chez moi. Je me suis un petit peu rendu en hauteur aux alentours de chez moi pour pouvoir essayer de faire des photos d'éclairs, etc. Je n'y suis pas arrivé, mais peu importe. Mais je pensais être à l'abri du flair. Eh bien, le soleil a un tout petit peu percé à un moment donné au travers des nuages et vous verrez sur la photo de démonstration, eh bien j'ai réussi à récolter du flair sur la photo. Donc attention au flair. Dès l'instant que vous avez le soleil ou une source lumineuse importante qui va rentrer dans le cadre de votre objectif, attention au flair. Il n'est pas négligeable et il est vite présent sur cet objectif. Sinon, en ce qui concerne la potentialité de soleil étoilé sur vos photos, il est assez facile et assez aisé d'obtenir ce petit soleil en étoile sur vos photos. Il suffit d'ouvrir à partir de F8 et là vous avez l'étoile qui commence à apparaître sur le soleil. Et évidemment, plus vous allez monter en ouverture, F8, F11, F13, F16, etc., plus vous allez avoir le phénomène d'étoile sur votre soleil ou sur votre source lumineuse. Donc là, encore une fois, c'est très facile d'obtenir ce genre d'effet sur vos photos et un petit effet artistique en ce qui me concerne. Et j'apprécie toujours de pouvoir faire un petit effet étoilé sur source lumineuse assez importante de mes compositions. Parlons un petit peu du côté astro de cet objectif. Et là, il sort un petit peu son épingle du jeu puisque d'un point de vue coma, il n'a quasiment pas de coma. Alors là, qu'est-ce que la coma? C'est simplement le fait que les étoiles ont un petit filet devant ou derrière elles. C'est une traînée qui est engendré par les caractéristiques optiques de l'optique, c'est le cas de le dire. Mais là, eh bien, il est quasiment indemne de coma par rapport à cela et vous pouvez obtenir des étoiles quasiment nettes. C'est un point qui est très important à souligner. Alors, je l'ai testé un petit peu en conditions astro, mais je ne vous montrerai pas de photos puisque le ciel était quand même assez bouché. J'ai pu faire un petit peu quelques photos pour le tester en situation. Et je dois dire que on ressent et on retrouve le phénomène de vignettage sur les photos astro. Alors, l'avantage, comme je viens de vous le dire, c'est que vu il n'a quasiment pas de coma,
dans les angles, vous allez pouvoir, grâce à ce vignettage, un petit peu atténuer à ce niveau-là les potentiels défauts des objectifs. Alors, je ne m'étalerai pas plus que cela sur les caractéristiques de l'objectif en astro, puisque je ne l'ai quasiment pas testé en astro, j'ai fait qu'une seule sortie, donc c'est compliqué un petit peu de se faire un ordre d'idée sur une seule sortie. Que peut-on dire en conclusion du retour terrain que j'ai de cet objectif? Pour moi, c'est un objectif digne de la lignée de chez Irix, hein. Il répond vraiment très bien aux normes et aux qualités de Irix. On retrouve une conception assez imposante et assez sûre et robuste de l'objectif. Nous retrouvons une qualité optique qui est quand même au rendez-vous, malgré quelques petits défauts, mais je dirais que c'est des défauts qui sont communs à beaucoup d'objectifs actuellement sur le marché. Donc il n'a pas à rougir de ces défauts, bien au contraire. Je dirais que pour certains, ils sont très très bien maîtrisés, peut-être un peu moins pour d'autres, mais en règle générale, cet objectif se sort très bien de toutes les situations. En conclusion, je peux dire aussi que cet objectif a été étudié pour la filtration, puisque Irix a mis au point un porte-filtre pour cet objectif, et notamment pour son pare-soleil. Alors, vous avez la possibilité de fixer des filtres en façade, comme nous l'avons vu tout à l'heure, parce que cet objectif a un porte-filtre sur la lentille frontale, donc vous avez la possibilité de mettre un filtre vissant à ce niveau-là. Mais aussi, si vous le voulez, vous avez la possibilité, Irix a mis au point et conçu un porte-filtre dédié à cet objectif qui vient s'enficher sur le pare-soleil, comme beaucoup d'autres marques au jour d'aujourd'hui, et vous avez la possibilité de choisir chez Irix des filtres qui sont complètement dédiés à cet objectif. Je trouve que c'est quand même un point important à souligner, puisque Irix a poussé, je dirais, l'étude de cet objectif de A à Z, et ils ont vraiment couvert un panel d'utilisation ultra important. Mon retour terrain est donc le suivant. Au cours des 3 semaines que j'ai testé cet objectif, je me suis fait plaisir. J'ai quand même réussi à sortir quelques images, même si je n'ai pas été au bout de ses capacités, parce que le temps, encore une fois, a joué en ma défaveur et je n'ai pas réussi à lui tirer à 100% les verres du nez. Mais j'ai quand même réussi à me faire une bonne idée de cet objectif, comme vous avez pu le comprendre. J'en suis satisfait, c'est un bon objectif, et il a le mérite qu'on puisse s'attarder à la réflexion quant à son acquisition. Je trouve que par rapport à d'autres objectifs sur le marché, il a tout à fait sa place, il a tout à fait sa cohérence, et libre à vous d'étudier plus en détail cet objectif afin de l'acquérir. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'éclaircissement par rapport à cet objectif, qu'elle aura répondu potentiellement à certaines de vos questions. Encore une fois, laissez-moi des questions et des commentaires en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai du mieux que je peux. J'espère que Irix me fera confiance sur d'autres objectifs pour les tester à nouveau, et notamment le 150 macro, puisque ma partie c'est quand même beaucoup plus la macro, donc j'espère pouvoir avoir entre les mains le 150 macro et le tester et lui tirer les verres du nez. Vous en serez bien évidemment les premiers informés sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, faites-vous plaisir, faites des photos.